Bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, je vais vous faire une petite présentation sur les différentes actualités marquantes, surtout depuis le dernier webinaire de février. Donc, juste pour me présenter rapidement, moi je suis donc Nicolas Boisdevésy, je travaille à la DREAL Grand Est, donc qui est la direction de l'État en charge de tout ce qui est aménagement, logement, environnement, transport, donc en Grand Est, chargé de mission transport de marchandises et logistique. Et dans le cadre de mes fonctions, je contribue à l'animation de l'Observatoire régional transport et logistique, qui est une association qui a pour mission d'améliorer et de diffuser les connaissances sur la logistique et les transports de marchandises dans la région Grand Est, donc, ce qui passe par la réalisation d'études, la production de documents, publication de données, recueil d'informations, vulgarisation, partage de connaissances, identification des enjeux. On a une trentaine de membres, on a 38 membres, voilà, à la fois publics et privés. On anime 2 sites web, donc celui de l'Observatoire ortl-grandest.fr et un portail d'information centralisé sur la logistique, logistique-grandest.fr. Faire un petit focus sur une action que l'on mène actuellement et qui est à l'initiative de l'État et de la région. C'est la conférence régionale du fret et de la logistique, donc qui est une démarche en fait autour de l'idée, voilà, ça va être de partager un diagnostic sur les enjeux de la logistique en Grand Est pour donc cibler les enjeux et voir comment on y répond collectivement, parce qu'il y a un certain voilà, la logistique est soumise à un certain nombre de contraintes de plus en plus fortes et parfois qui peuvent parfois être difficiles à concilier. Donc voilà, l'idée, c'est une démarche de travail. Donc on l'a scindé en 5 grandes thématiques pour organiser le travail. Donc voilà, on avait fait et donc on a un atelier de travail par thématique. On a fait un premier atelier le 6 octobre sur tout ce qui est immobilier, foncier. En novembre sur les infrastructures, les flux de fret. On en aura en janvier sur la transition écologique, la transition énergétique, donc le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et si tout va bien, d'ailleurs, il aura lieu à Reims. Et ensuite, voilà, on aura d'autres thématiques sur les ressources humaines et plus une vision aussi un peu plus transversale sur le positionnement du territoire. Voilà, l'idée, c'est qu'après, ça aboutisse à une synthèse des enjeux, des actions à l'horizon du printemps 2023 pour nourrir les actions de l'État, de la région, de l'Observatoire et puis de l'ensemble des acteurs publics et privés concernés sur le territoire. Voilà, alors, refaire un petit peu ce que je vous avais dit en février, mais en beaucoup plus rapide sur les enjeux de la transition énergétique. Donc, pour rappel, l'idée, ça va être de limiter au maximum le changement climatique. Et pour ce faire, le besoin d'aller le plus rapidement possible à la neutralité carbone, c'est-à-dire de ne pas émettre plus de CO2, de gaz à effet de serre que ce que la Terre est capable d'absorber. Donc, la loi au niveau français, au niveau européen, fixe cet objectif à 2050, y compris pour les transports terrestres. Et par ailleurs, sur un autre sujet, les transports sont également concernés par le sujet de la pollution de l'air. Donc, au niveau français, au niveau européen, chacun a le droit de respirer un air sain. On a environ 2000 décès évitables par an qui sont dus à la pollution de l'air en Grand Est. Et voilà, les transports, et notamment les moteurs diesel, sont la principale source d'émissions d'oxyde d'azote, qui est l'un des principaux polluants de l'air au niveau local. Voilà. Et donc, pour y répondre sur cette problématique de qualité de l'air, il y a le développement de zones à faible émission mobilité. Alors, je ne vais pas aller en détail dessus. Je pense que vous connaissez déjà pas mal le principe. Ça se base sur les vignettes critères. Juste en termes d'actualité, bien avoir en tête que la loi climat et résilience d'août 2021 demande à l'ensemble des agglomérations de plus de 150 000 habitants de mettre en place une zone à faible émission d'ici fin 2024. Et au niveau français, donc ça nous fait une quarantaine d'agglomérations qui sont concernées. Voilà. Alors,
pour se focaliser plus maintenant sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire les questions des motorisations énergie alternative dans le transport routier. Voilà, on a 4 grandes familles d'énergie. En février, on s'est plus focalisé sur tout ce qui était agrocarburants, gaz naturel, gaz naturel aussi produit, qui peut être produit par méthanisation, ce qu'on appelait le bio-GNV, GNV pour gaz naturel véhicule. Voilà. Et puis, sur quoi on va se focaliser plus aujourd'hui, c'est les technologies qui vont tourner autour des moteurs électriques. C'est des technologies qui sont davantage en rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui autour du diesel conventionnel. Donc, l'électrique qui peut être de l'électrique à batterie ou de l'électrique basée sur une pile à combustible hydrogène. Voilà, après, chaque solution a ses avantages, ses inconvénients, est plus ou moins mature ou pas. Voilà, suivant les usages, suivant les cas pratiques, voilà, on va avoir des atouts et des limites qui sont différents. Voilà, effectivement, on va sur des modèles qui seront un peu moins. Voilà, on va aller plus sur un mix que ce qu'on pouvait connaître à l'heure actuelle avec du diesel qui servait à tout. Voilà. Là, suivant les usages, les technologies peuvent avoir des atouts et une pertinence différents. Donc, je vais vous faire un zoom sur quelques actualités depuis le précédent webinaire. Alors, une des actualités, c'est forcément la crise énergétique, notamment liée à la guerre en Ukraine. Il se trouve qu'en plus, le précédent webinaire a eu lieu pile le jour du déclenchement de la guerre. Donc, je vous ai mis un petit graphique sur l'envolée des prix des énergies dans le transport. Alors, ce n'est pas en euros, c'est les indices du Comité national routier, le CNR, d'évolution du prix payé par les transporteurs pour le GNV et le gazole professionnel. Et ce qu'on voit, donc on a vu par rapport au creux de la crise Covid, une augmentation des prix pour le gazole de 94%. Mais si on met en perspective à l'augmentation des prix pour le GNV, là, on est quasiment sur plus de 287%, donc c'est-à-dire oui, fois 3, fois 4. Et donc, pour faire face à ça, pour aider les transporteurs, l'État a mis en place des aides, donc des aides aux véhicules, notamment avec donc le décret en avril 2022. Donc, bon, je ne vais pas vous lister les montants des aides, mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que les aides concernent l'ensemble des véhicules, quelle que soit leur motorisation. Donc, même si vous aviez des véhicules électriques ou gaz, vous pouviez demander cette aide. Ce n'était pas spécifique aux véhicules diesel conventionnels. Après, on a aussi en même temps des aides sur les énergies et en particulier sur le gazole. C'est ce qu'on connaît tous lorsqu'on va à la pompe, gazole et essence, mais aussi gaz. Et en fait, l'aide pour le gaz naturel véhicule est même légèrement plus importante du fait voilà, des facteurs d'émission, enfin pas des facteurs de performance, des facteurs énergétiques, pardon, de cette énergie-là. Donc voilà, donc on a une aide de GNV qui est 15-20% supérieure au kilomètre de ce qu'on peut connaître sur le gazole et qui va voilà, qui va un petit peu. Il nous reste 5 minutes, Nicolas. Ok, merci Vincent. Donc, en termes d'actualité, ce qu'on a également depuis le mois d'avril, depuis nos précédents webinaires, c'est la requalification des véhicules baissant exclusifs de critère 2 à critère 1, donc qui leur permet d'accéder à l'ensemble des ZFE qui interdiront pour les ZFE qui interdiront les critères 2. Voilà. Donc ça concerne les véhicules baissants exclusifs, donc c'est-à-dire vous avez
l'énergie qui est indiquée sur la carte grise du véhicule, c'est B1 au lieu de GO pour gazole. Donc, ce sont des véhicules bridés. Et donc voilà, donc ça concerne l'ensemble des véhicules B100 exclusifs Euro 6. En termes d'actualité aussi, ce que j'avais évoqué en février, c'était le lancement de l'appel à projet ADEME, écosystème des véhicules lourds électriques. Donc, il y avait 3 relèves qui étaient prévues, mais il se trouve que l'appel à projet a été fructueux dès la première relève, ce qui fait qu'il est actuellement clos. Donc, je ne vais pas aller en détail sur ce dispositif-là, auquel il est déjà plus possible de répondre. Mais pour vous dire qu'il y a toujours le dispositif de bonus écologique qui continue à être disponible avec des aides un petit peu, inférieures en tout cas à ce que proposait l'appel à projet ADEME et qui reste quand même très conséquente. Voilà, nous, au niveau de l'Observatoire, en termes d'actualité sur ce sujet, on a mis à jour notre petit livret que je vous avais présenté. On a fait une version mise à jour qui est parue en mai 2022, qui est disponible sur notre site internet. Donc, on a actualisé les infos et par ailleurs, on a ajouté quelques exemples sur les cumuls d'aides. Donc, on a pris quelques exemples concrets. On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme aide nationale, régionale, locale. Voilà, ça permet aussi de montrer concrètement ce qui peut être possible en cumul, en sachant qu'il y a aussi des plafonds d'aide cumulées. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails des différents dispositifs qui existent, entre le suramortissement, prime à la conversion, bonus écologique, surprime ZFE. Pour tout ce qui est prime à la conversion, bonus écologique, vous avez le site gouvernemental primealaconversion.gouv.fr où vous pouvez déposer les dossiers, vous pouvez vous renseigner sur les dispositifs. Sur le suramortissement, on va demander de faire un petit zoom. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous avez un abattement sur votre assiette d'impôt sur les sociétés. Donc, il faut évidemment avoir payer de l'impôt sur les sociétés pour bénéficier du suramortissement. Mais voilà, ça permet effectivement de déduire une bonne partie du prix, une partie conséquente du prix d'achat sur son impôt sur les sociétés. Voilà, dernière diapo que j'avais, c'était sur le renforcement des obligations autour de l'information GES et bilan GES, GES gaz à effet de serre. Donc depuis 2021, en fait, toutes les entreprises qui proposent des prestations de transport doivent informer leurs clients des émissions de CO2 qui y sont liées, donc émissions de CO2 qui sont devenues émissions de GES au sens large. Depuis mi-2019, les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent plus utiliser des moyennes génériques, doivent utiliser des moyennes basées sur leur propre flotte ou même dans l'idéal les émissions réelles calculées pour leurs prestations. Et à partir de 2025, le non-respect de cette obligation deviendra sanctionnable d'une amende qui pourra aller jusqu'à 3 000 €. Voilà. Et sur ce sujet, on a aussi les bilans gaz à effet de serre qui concernent les entreprises de plus de 500 salariés qui doivent réaliser un bilan de toutes leurs émissions de GES. Enfin, quand je dis toutes, en fait, jusque-là, elles n'étaient pas obligées de prendre leurs émissions indirectes, ce qu'on a appelé le scope 3. Et en fait, les plus grosses entreprises, celles qui sont soumises à déclaration de performance extra-financière, à partir de l'an prochain, elles devront les prendre en compte. Et ça inclut généralement le transport, donc ce qui fait de fil en aiguille une obligation de plus en plus forte de recueil et de suivi des émissions de gaz à effet de serre dans le transport. Voilà. Et j'en ai fini. Voilà. Super, Nicolas. Un grand merci. Vous pouvez utiliser, nous sommes 72 participants, donc on peut utiliser le fil des questions et réponses. Vous verrez selon les interventions des uns et des autres, n'hésitez pas. On verra si on a la réponse et si on peut lancer un échange avec les participants. Nicolas, on avait évoqué une petite alerte, parce qu'on a vu, il y a évidemment un aspect réglementaire et contraignant, mais il y a aussi pas mal de dispositifs d'aide et d'accompagnement. Il y a quand même une certaine vigilance à respecter par rapport au cumul des différentes aides. Je ne sais pas si tu peux nous en dire deux mots. Oui, tout à fait. En fait, au niveau européen, il y a des seuils d'aide maximum pour les entreprises.
Alors, je ne vais pas vous les détailler parce qu'en plus, ça dépend de la taille des entreprises. En fait, voilà, plus une entreprise est petite, plus le taux d'aide peut être important. Il y a aussi des questions de lieu, etc. Mais voilà, il faut faire attention à faire en sorte que les aides ne dépassent pas 40, 50, 60% en gros Mhm. euh, de l'investissement lié spécifiquement C'est ça. Il à la faut transition rester environnementale. vigilant, faut rester vigilant. Et le suramortissement est quand même un levier fiscal extrêmement intéressant, hein. Hein, c'est ce qu'on Oui, avait tout évoqué à ensemble. fait. Merci, Nicolas. Donc, bonjour, vous voyez bien la présentation et vous m'entendez? Impeccable. C'est parfait. Donc bonjour à tous. Donc je suis Olivier Zrim, je suis chargé de mission transition énergétique à la région Grand Est et donc je suis également le coordinateur des dispositifs motorisation routière à faible émission. Donc merci à Main de Développement de laisser 10 minutes, 15 minutes à la région pour présenter notre dispositif. Et je commence tout de suite ma présentation par mon sommaire. En fait, j'ai une petite présentation des impacts sur le transport, donc un zoom sur le Grand Est, la philosophie pour atteindre les objectifs et après le vif du sujet, notre accompagnement régional. Alors, l'impact des transports, donc un peu comme les données que Nicolas avait précisées, en Grand Est, c'est grosso modo un quart des consommations d'énergie, un quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est tout le transport, donc routier, ferré, aérien et fluvial. 50% des émissions d'oxyde d'azote, donc Nicolas a expliqué pourquoi, et c'est une part non négligeable des émissions de polluants comme les particules, et ce, à proximité des secteurs résidentiels. Ce qu'on a identifié dans le secteur du transport, c'est que c'est un secteur qui ne diminuait pas ses émissions, ses émissions et ses consommations. Après, ça s'explique, il y a le transport de marchandises qui augmente de façon croissante, et puis on a également des véhicules particuliers qui sont de plus en plus lourds dans les centres-villes et mis en circulation sur les routes. Donc voilà, ce n'est pas les deux seules causes, mais on a des explications pour expliquer cette stagnation et ces éléments. Un point important au niveau de la philosophie de la région Grand Est, donc c'est notre SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc, on a un grand objectif en 2050, c'est d'être une région à énergie positive et bas carbone. Donc, pour ce faire, on a quand même deux grosses ambitions. La première, c'est de multiplier par rapport à 2012 par 3,2 notre production d'énergie renouvelable et de récupération, et c'est de diminuer toutes les consommations de la région Grand Est par 55% en moyenne. Et le focus sur le secteur du transport, c'est une diminution des consommations de 44%. Et donc, par rapport à la partie de gauche, on voit que tout ce qui est lié à la mobilité, ça touche énormément d'objectifs et d'éléments du SRADET. Et on voit que la mobilité, c'est un peu un élément centre, un élément noyau de la réflexion du SRADET. Pour atteindre ces objectifs, on a une philosophie assez simple, c'est un triptyque, alors que vous faites déjà tous, donc là je suis conscient que j'enfonce une porte ouverte, c'est sobriété, efficacité, mix énergétique. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est déjà de commencer à réfléchir sur cette sobriété, donc réduire l'usage, l'achat de nouveaux véhicules, comment on peut être plus efficace dans ces éléments. L'efficacité, ensuite, véhicule, utilisation, et enfin, on réfléchit seulement au mix énergétique, donc biocarburant liquide, qui est une spécificité de la région Grand Est, gaz naturel pour véhicules, électricité, hydrogène, et comme disait Nicolas, pour correspondre vraiment à l'usage et aux ressources disponibles des territoires. Ça, c'est vraiment un point important qui est important pour la région, et ces éléments vous sont régulièrement demandés lorsque vous montez des dossiers de demande de subvention. Donc voilà, nous expliquer comment vous agissez sur la sobriété, comment vous agissez sur l'efficacité et pourquoi vous allez vers le mix énergétique. Donc j'ai fini mes deux premiers points, je vous avais dit que j'allais aller vite, c'est fait. Donc là, je vais passer un peu plus de temps sur la présentation du plan motorisation routière à faible émission. Donc là, on touche bien vraiment le routier. C'est un plan qui est assez jeune, il a été voté par les élus du Grand Est le 17 décembre dernier, donc c'est un plan qui a moins d'un an. Et je suis désolé. Toc. Donc, c'est un dispositif qui est voté et on repart sur des constats. Donc, on voit quand même que la mobilité électrique a quand même explosé, mais ça concerne essentiellement les véhicules légers. On a des zones à faible émission qui sont déjà adoptées, je pense à Reims et à Strasbourg, plus 3 zones qui vont être mises en place d'ici fin 2024, Metz, Nancy, Mulhouse.
plus, on n'est pas seul, on n'est pas limité à notre frontière administrative. Pour vous et dans votre quotidien professionnel, vous savez qu'il y a des ZFE sur les Hauts-de-France, vous savez qu'il y a des ZFE sur le Grand Paris, Dijon va avoir sa ZFE, donc on est quand même entouré de zones à faible émission et ça aura un impact sur votre activité. Autre point, il y a un manque de stations d'avitaillement. Donc, au niveau du gaz, on voit qu'il y a une station pour la Marne uniquement sur Reims. Il y a un projet de 4 stations toujours dans la Marne, donc 2 sur l'agglomération de Châlons dans le secteur de la Veuve et 2 dans le sud marnais. Et puis, on a vraiment ce problématique d'offre et de demande. On veut construire des stations, mais on n'a pas les camions qui vont s'approvisionner. Et quand vous souhaitez acheter des camions, vous vous posez tout de suite la question de mais où je vais pouvoir faire le plein du véhicule. Donc voilà, c'est un peu l'œuf ou la poule et on essaye de résoudre ce problème. Autre point important, c'est quand même la région Grand Est. On est à des activités logistiques assez importantes. Donc, on voit la carte de l'ORTL où on a quand même une très belle répartition des zones accueillant des activités logistiques. On a de nombreux axes routiers, aussi bien principaux et secondaires de qualité, qui font que la mobilité est quand même facilitée. Et on est au cœur de l'Europe. On a 3 corridors européens qui traversent la région, plus 760 km de frontières qui font vraiment de la région un noyau de la mobilité européenne. Donc voilà, le plan motorisation à faible émission, on a 5 objectifs. Donc c'est mailler la région par des stations multi-énergie, ça c'est vraiment l'objectif le plus important défini par les élus. On souhaite réussir à recenser l'ensemble des volontés de transition. Si on va aller sur les territoires qui nous présentent des volontés et on va commencer à faire notre effort là où il y a la possibilité d'aller plus vite. Faire correspondre les usages avec la bonne motorisation, c'est ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Faire le lien entre l'offre et la demande, donc c'est vraiment ça aussi, il faut mettre des stations là où il y a de l'offre, là où il y a la demande. Et enfin, enclencher une dynamique territoriale, car au niveau de la région Grand Est, on est persuadé que la réponse ne se fera pas à l'échelle région Grand Est, mais il y aura des dynamiques, des écosystèmes qui pourront se créer sur les échelles territoriales. Et pour ce faire, on a pensé que les intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglo, communautés urbaines, vont pouvoir vraiment avoir cette facilité à toucher l'ensemble des professionnels et leur flotte publique pour travailler sur ça. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une aide très importante de 80% d'aide publique jusqu'au 31-12 pour que des intercommunalités montent les études, fassent les études. Cette aide va diminuer à 50% à partir du 1er janvier 2024 et bien évidemment, la mobilité ne connaissant pas de frontières, les frontières administratives, si plusieurs territoires veulent se mettre ensemble, il y a la possibilité qu'elles s'unissent et notre aide s'adapte à la taille du territoire. Point important, dans la Marne, on a les agglomérations d'Épernay, de Châlons en Champagne qui ont pris des délibérations pour réaliser cette étude. Donc, pour vous, professionnels, vous allez sûrement être sollicités au début de l'année prochaine pour justement participer à ces études, avoir des informations pour réfléchir avec le territoire sur la stratégie de flotte à faible émission. Cette étude, le but, ce n'est pas de faire une étude pour une étude, c'est déjà d'avoir un état des lieux assez complet sur les flottes, les projets, les énergies renouvelables du territoire, s'il y a des stations existantes, des stations en projet. Donc, le voie, c'est vraiment d'avoir un état des lieux, de planifier cette évolution à court, moyen, long terme, donc avoir ces éléments, d'évaluer les investissements et les besoins. Et donc là, ça permet éventuellement de répondre plus vite à des appels à projets et d'avoir des dossiers dans les tiroirs pour être lauréat beaucoup plus rapidement. Donc ça peut être des choses également intéressantes et pas de se dire juste on voulait répondre à la deuxième levée, mais la première levée est complète. Donc là, c'est encore un exemple que Nicolas a cité. Et puis voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire une réponse collective par rapport aux attentes du territoire, aussi bien des attentes pour les flottes publiques que privées. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que le fait que le territoire fasse cette étude, la région met en place des aides pour l'acquisition ou le rétrofit de véhicules. Mais pour ça, il faut vraiment avoir mis en place cette étude pour que l'ensemble du public cible, qui sont les collectivités territoriales, les intercommunalités, les entreprises et les associations, puissent bénéficier de l'aide. Donc pour ça, il y a une aide à l'acquisition de véhicules pure. Donc c'est une aide de 40% du surcoût. Le surcoût, c'est la différence entre un véhicule thermique traditionnel et le véhicule que vous souhaitez acheter. Ça peut aller de 4 000 € pour du biocarburant à 50 000 € pour de l'hydrogène.
Après, il y a une aide aussi sur le rétrofit, la conversion. Donc, c'est passé d'une carburation traditionnelle à une nouvelle carburation type gaz, biocarburant, hydrogène électrique. Donc, ça va de 1 600 pour le biocarburant à 60 000 € pour l'hydrogène. Donc, avec l'ensemble des plafonds sont disponibles sur le lien que j'ai mis en bas de la diapo. Et pour ce faire, donc soit le territoire doit avoir fait cette étude pour que les collectivités et les entreprises soient éligibles, soit il faut justifier d'un déplacement en ZFE. Et donc, dans la Marne, nous avons aidé 3 poids lourds en biocarburant et un grand utilitaire électrique. Et l'explication était des déplacements dans la zone à faible émission du Grand Reims. Je profite pour rajouter un détail ou un élément. L'aide à l'acquisition et le rétrofit, c'est la seule aide qui est conditionnée à la réalisation de l'étude. Les 2 autres aides qui suivent, par exemple le soutien à l'infrastructure, donc les stations bio-GNV en sortie de méthaniseur, il n'y a pas besoin de faire l'étude. La réalisation et l'installation de ces stations permettent éventuellement d'aller mettre une station dans des endroits un peu plus ruraux. On sait que ça fonctionne, il y a déjà des demandes. On a la première station qui est à Colombey-les-Choiseuls en Haute-Marne qui est déjà sortie en 2020. On a 2 autres projets, un autre dans les Ardennes et un autre dans les Vosges. Et en fait, on a une aide de la région à hauteur de 65 000 €. Et donc, ça peut permettre d'avoir un partenariat entre un méthaniseur existant à proximité d'une plateforme logistique ou d'une zone où il y a des flottes et justement pour approvisionner en bio-GNV. Un autre dispositif, c'est le dispositif pour installer des bornes IRVE. Donc là, c'est plus destiné pour les salariés que pour les flottes directement des entreprises. Il y a des aides par point de charge, donc 1 000 € pour les entreprises. Pour les collectivités, il y a des aides en fonction de la puissance de la borne. Et il y a aussi des aides pour l'habitat collectif, donc pour les bailleurs ou les copropriétés. Donc cette aide, dans la Marne, on a financé 96 bornes sur voirie publique, 85 bornes entreprises. Donc ça fait à peu près un investissement d'un peu moins de 2 millions d'euros et une aide de la région de 600 000 €. Toutes les aides de la région sont cumulables avec les autres appels à projets ou les autres aides État, ADEME. Et pour les bornes, il y a bien évidemment l'aide Advenir, qui est une aide de l'État, qui permet justement de compléter également d'1 tiers l'investissement sur les bornes. Et donc, on a 1 tiers région, 1 tiers Advenir et 1 tiers pour le porteur de projet. Enfin, c'est ma dernière diapo et je serai dans les temps, je l'avais promis. Vous n'êtes pas seul, il y a toute une équipe qui vous accompagne. Donc, on a par exemple les chargés de mission en maison de région qui sont capables de vous accompagner sur l'acquisition ou le rétrofit de véhicules et l'installation de bornes de recharge. Si vous avez des questions un peu plus sur la mobilité électrique, on a Juliette Fauvet de Grand Est Mobilité électrique qui peut vous accompagner, qui peut même organiser des formations. Et enfin, on a un animateur régional mobilité transition énergétique, Lionel Pommier, qui est hébergé par l'Astral et qui peut aussi vous accompagner dans les procédés de transformation de vos flottes. J'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie. Je crois que je suis dans les temps. C'est super, super, Olivier. Un grand merci. Donc, il y a les contacts, hein, si on est intéressé. C'est ça, il y a tous les contacts. Hein, qu'on soit collectivité pour la partie études, qu'on soit transporteur pour la partie aide ou entreprise sur les 2 autres dispositifs que tu as évoqués. Oui, l'image du méthaniseur bio, hein, qui est associé à un transporteur. Alors, pour l'instant, il y a des projets en cours. On est quand même sur des choses extrêmement intéressantes. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet vraiment d'avoir une réponse vraiment territoriale sur un besoin très précis. Et il y a ce partenariat qui permet vraiment d'avoir quasiment une station privative en partenariat avec un agriculteur. Oui, tout à fait. Tu as utilisé le sigle IRVE? Alors, installation de recharge pour véhicules électriques. Voilà. Désolé. Non, mais après, on a bien compris que tu parlais des bornes. Super, un grand merci.